Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Journal de l'Atelier, un podcast entrepreneurial, écriture et globalement de tous les sujets que j'ai envie d'aborder. Et aujourd'hui, c'est un épisode très spécial puisqu'on accueille avec nous Betty. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Betty, tu es autrice, Autrice de fantasy et de l'imaginaire de façon générale. Et donc tu es là pour nous parler de ta prochaine sortie, Raccontisto. Je le dis bien? Trop bien, tout le monde a peur de pas bien le dire, mais oui, c'est Racontisto, le tome 1, le racontard, tout à fait. On va commencer directement avec la partie au sujet de ton parcours et de qui tu es pour te présenter un petit peu plus en détail. Donc, tu publies depuis combien de temps? Tu écris depuis combien de temps? Alors, je dirais que j'écris depuis que je suis en CP, sauf qu'à la base, les histoires étaient un peu nazes, quoi. Et je publie depuis 3 ans maintenant, en auto-édition. Et Raccontisto, du coup, c'est ton combientième? Alors, c'est le 3e dont je suis vraiment fière et c'est le 4e si on part du principe que j'ai fait un premier très bancal, comme beaucoup de gens, mais qui a le mérite d'avoir existé et de m'avoir permis de découvrir un peu toute cette aventure. Ouais, je comprends ça. Alors moi, j'en ai pas qu'un, j'en ai 4. Avant le grand départ, j'en ai eu 4. Donc, tu vois, je comprends complètement ce que tu dis. Et du coup, ton premier projet, donc, soit le premier dont tu es vraiment fier, soit le tout premier, c'était quel sujet? Ça parlait de quoi? Raconte-nous un petit peu. Alors, ce qui est marrant, c'est que les deux sont des livres de Noël et les deux sont des calendriers de l'Avent. Le premier, en fait, je m'étais fait un petit défi. J'ai toujours voulu écrire une histoire d'amour. Ça marchait pas. J'étais pas juste romance toute simple. Et du coup, je me suis dit, si j'en faisais une de Noël, en mode téléfilm TF1 de base, mais en calendrier de l'Avent avec 25 chapitres. Donc, le petit défi m'avait un peu amusé. Donc, je l'avais mis sur Wattpad. Les gens, ça avait marché. J'ai remporté un concours pour pouvoir publier sur BOD. Donc, j'ai dû faire un peu tout à l'arrache et j'avais pas eu, de bêta lecteur, de correcteur. Donc, j'ai vraiment publié un premier jet en ayant quand même conscience que c'en était un. Et du coup, le deuxième, le vrai, mon grand bébé, c'est De rêve à légende. Et pour le coup, c'est un conte de Noël, esprit des 5 légendes, parce qu'il n'y a pas que le Père Noël dedans. Et c'est un calendrier de l'Avent, mais un peu plus costaud que juste lire un chapitre par jour. Ok, d'accord. Hyper intéressant. C'est trop drôle que tu aies commencé par des calendriers de l'Avent parce que c'est vraiment pas ce qui me serait venu en premier lieu. Mais du coup, tous ces projets-là, tu les as faits en édition indépendante. Alors, soit édition indépendante, soit autopublication. Moi, perso, je préfère le terme édition indépendante. Je trouve que ça fait un peu plus classe. Et du coup, pourquoi... En fait, est-ce qu'il y a une raison particulière sur le fait que tu te sois dirigé vers cette voie-là plutôt que la publication traditionnelle en maison d'édition? Alors, déjà, je suis d'accord avec toi. Je préfère dire édition indépendante. J'essaye de changer mon vocabulaire depuis quelques temps parce que j'ai l'impression que ça veut dire qu'on s'entend de professionnels et qu'on fait les choses sérieusement plus qu'en auto-édition, ça pourrait s'entendre qu'on fait tout seul. Sinon, j'ai choisi de faire de l'édition indépendante parce que je pouvais faire ce que je voulais. Et pour le coup, De rêve à légende, c'est un format particulier. L'idée de calendrier de l'Avent, il n'y avait pas encore toute cette fougue de Ozu et ces calendriers dont les pages se déchirent. En fait, on a sorti nos calendriers de l'Avent absolument en même temps. Donc, les grands esprits se rencontrent, mais j'ai jamais eu la chance de les rencontrer pour de vrai. Par contre, du coup, je voulais pas faire ce côté-là de feuilles qui se déchirent parce que ça demandait beaucoup de compétences et beaucoup d'argent auprès des imprimeurs, les bons contacts. Et je m'étais dit comment je peux faire un roman avec cette sensation de fouiller dans un calendrier. Et du coup, il y a eu cette idée d'énigmes et de chapitres qui sont dans le désordre et qu'il faut retrouver la page comme on retrouve du coup son chocolat le matin quand on fait un calendrier classique. Et du coup, j'ai choisi l'édition indépendante pour tout simplement pouvoir faire comme j'avais envie et pas comme on allait me dire qu'il fallait les faire, ceux-là, justement. Et du coup, Racontisto, c'est un peu la même envie par rapport à ça? Alors, Racontisto, il est plus classique, mais j'ai pris goût à l'édition indépendante, j'ai pris goût au frisson, au fait d'absolument pouvoir tout choisir. Alors, c'est aussi très stressant. Je suis pas toute seule parce que je me fais accompagner dans l'aventure, pas parce que pour moi, c'est ça qu'il faut faire. On peut pas faire les choses sérieusement tout seul, on n'a pas toutes les compétences. Mais j'apprécie d'être vraiment au contact des gens, de pas devoir attendre, une fois que j'ai payé tous les prestataires, tout le reste, c'est pour moi. Même si un livre me rapporte pas forcément des 1000 et des 100, mais il peut me payer la prochaine sortie et c'est déjà super cool. Et en fait, vraiment, l'édition indépendante et Racontisto et tout ça, c'est me montrer que je suis capable de faire des choses bien, sérieusement, de qualité et l'offrir au public. Je peux avoir mon stock à la maison, je peux faire mes dédicaces comme j'ai envie, je peux décider si je fais ça ou si je fais ça sur livre, avec quel imprimeur je vais travailler. Si le prestataire ne me convient pas, je peux changer. Avec une maison d'édition, je suis pas sûre d'être
aussi libre. Ouais, ouais, je vois. Mais du coup, tu vois, tu parlais d'avoir ton stock à la maison, de pouvoir gérer tes dédicaces. Comment est-ce que tu vis, toi, ce statut du coup d'autrice indépendante qui comporte ses avantages certains, donc toute la liberté, le fait que bah voilà, t'es décisionnaire de tout, et à la fois les contraintes où bah justement c'est toi qui gères les risques financiers, c'est toi qui gères les délais, c'est toi qui gères la publication, la promotion. Comment tu t'appréhendes un peu en fait cette forme qui pour moi s'assimile beaucoup à de l'entrepreneuriat, mais de l'entrepreneuriat un peu littéraire. Comment est-ce que toi tu le vis? Je le vis littéralement comme un chef d'entreprise. Pour le coup, j'ai eu une maison d'édition indépendante numérique il y a très longtemps, donc il n'y avait pas cette idée de stock. Et je suis indépendante à côté en accompagnatrice d'auteurisme. Du coup, en fait, j'ai l'âme entrepreneuriale, donc déjà ça aide. Donc les risques financiers, ils me font plus ou moins peur, ça dépend. Quand je pense à mes enfants, j'ai un peu peur. Quand je pense à ce que j'ai envie de faire dans la vie, je me dis que je peux le faire. Je vais passer de je vais tout défoncer à j'ai la trouille à peu près 46 fois dans la journée. Je vais réfléchir au stock, je vais réfléchir à ce que je veux faire, à comment je vais le faire et je vais pouvoir prendre le temps de me poser. Alors oui, il y a des choses qui sont hyper stressantes, il y a des choses qui font peur, il y a des choses qui sont pas faciles à gérer, notamment les émotions, le fait d'être tout seul, le fait de devoir prendre les décisions. C'est à la fois absolument génial et bah t'as peur de te tromper quand même. Et du coup, voilà, j'ai des périodes de gros doutes et en général, l'équipe qui m'entoure, c'est le moment où elle me dit bon Betty là, ça suffit, maintenant tu relèves le menton, tu peux le faire, tu l'as déjà fait et tu fonces. Et c'est l'avantage d'avoir autant une équipe pro qui m'accompagne que des amis qui sont autrices aussi et qui savent ce que c'est et qui peuvent me comprendre, quoi. Ouais, l'entourage, c'est toujours une des choses, je pense, les plus importantes. Dans l'entrepreneuriat en général, pas que en tant qu'auteur ou autrice, mais je vois complètement ce que tu veux dire. Pour digresser un petit peu, maintenant on a fait les présentations, qu'on a un peu mieux, la publication indépendante, etc., etc., on va passer un peu du côté lectrice, finalement, parce que je pense qu'avant toute autrice, il y a une lectrice qui sommeille. Toutes les autrices et les auteurs ne lisent pas forcément, mais je sais que c'est quand même un gros morceau. Donc toi, quelle était ta première lecture en fantasy ou celle qui t'a donné envie d'écrire? Alors, qui m'a donné envie d'écrire tout court, je dirais. J'ai une maman qui était institutrice en CP et qui apprenait à lire aux petits, du coup, avec des albums jeunesse. Donc, j'ai été bercée par la littérature jeunesse, le Claude Boujon, les Solotareff. Enfin, vraiment, il y a eu des gâteaux d'anniversaire, Verdurette, la grenouille. Enfin, bref, on était vraiment dans un gros délire avec les albums jeunesse. Et je me souviens pas d'avoir une journée où j'ai pas eu d'histoire. Et du coup, les histoires, elles faisaient juste, genre, tellement partie de ma vie que je me suis même pas posé la question de quand est-ce qu'il y a eu un livre qui a changé. Je sais que le livre Mathieu de Grégoire Solotareff, justement, c'est un album pour enfants qui a beaucoup changé les choses pour moi parce que il est jamais assez content, il a jamais assez de choses. Et puis le jour où il obtient tout, bah, il est pas très heureux. Et du coup, bah, il préfère arrêter d'être un magicien et redevenir un petit garçon normal avec des copains, avec une vie. Et il sait plus tout. Et il doit retourner à l'école. Enfin bref. Et cette histoire, elle m'avait beaucoup marqué à l'époque. Après, Solotareff, il est incroyable. Je l'ai rencontré en vrai, c'était trop bien. Donc ça, c'est l'autrice un peu fan club. Après, comme tout le monde, j'ai lu mes premiers gros romans, dont Harry Potter, dont je n'ai pas envie de faire les louanges. Mais il s'avère que quand j'avais l'âge du premier qui est sorti, 10-11 ans, probablement plus ou moins comme Harry, mon beau-père m'a lu les premiers chapitres, un chapitre par soir, et puis à un moment, il m'a dit, au bout de 4-5 chapitres, si tu veux lire la suite, tu te démerdes. Et du coup, j'ai tout lu. Et à partir du moment où j'ai lu celui-là, je me suis jamais arrêtée. J'ai lu plein de romans, j'ai lu plein de classiques, j'étais tombée en red dingue de Molière, ça c'est mon petit péché mignon d'autrice de fantasy, je lis du théâtre. Et en fait, après, j'ai commencé à lire plein de choses. Et le premier autre livre de fantasy qui m'a fait partir sur autre chose que l'ambiance Harry Potter, c'est L'épée de vérité de Terry Goodking. J'ai absolument toute la saga derrière moi, donc on la voit pas, mais non, derrière ma chaise, on la voit pas. Mais voilà. Et là, j'essaye de lire de plus en plus de francophones, si tu vois là. Ouais, Hop. La Passe C'est Miroir, mon étagère absolument. spéciale dédiée à toutes les autrices francophones, en l'occurrence de l'imaginaire, que j'ai et j'espère qu'elle va prendre bientôt beaucoup plus de place dans ma bibliothèque et dans ma vie. Ouais, je comprends cette envie de vouloir lire plus d'auteurs et d'autrices francophones. J'ai la même chose. C'est vrai que moi, j'ai eu des périodes de ma vie où je lisais beaucoup, beaucoup moins. Mais depuis que j'ai repris, j'ai eu cette passade très BookTok, mais TikTok, c'est de lire les Sarah J. Maas, à côté les grands classiques. Et pareil, c'est un peu comme Harry Potter. Enfin, au final, t'as pas envie d'en faire la louange parce que les gens derrière sont plus aussi réglo que ce que tu pensais. Mais du coup, je trouve qu'il y a vraiment ce truc où aujourd'hui, on a une consommation sur le BookTok français qui est beaucoup plus raisonnée par rapport à qui est-ce qu'on achète nos livres, comment est-ce qu'on consomme et tout. Et je trouve ça génial du coup que t'évoques ça. Bah écoute, j'espère qu'avec ce podcast, il y aura des personnes qui vont découvrir ton univers et qui du coup vont pouvoir agrémenter leurs étagères avec une autrice française. Et du coup, pour leur donner envie, comment est-ce que tu décrirais ton univers de fantasy?
Alors, pour le coup, moi, tous mes romans fonctionnent dans un seul univers qui s'appelle le Cauchemar de l'ascenseur. Il est présenté, un peu esquissé dans De rêve à légende et il est beaucoup plus développé dans le carnet de ma légende. L'idée, c'est qu'on a un ascenseur entre les mondes. Et donc, tout en haut de l'ascenseur, on a les légendes, Père Noël, Fée des Dents, Lapin de Pâques, tout ça. Tout en bas, il y a nous, les fervents qui croyons en ces légendes. Et à toutes les autres étapes, il y a plein d'autres univers possibles et imaginables. Et entre les étages, il se peut qu'il y ait quelque chose aussi dont je ne peux pas trop parler maintenant parce que sinon ça va spoiler des choses à ceux qui n'ont pas lu. Mais il y a autant cette importance d'ascenseur qui régit vraiment des règles entre les mondes, entre les étages. Tout le monde ne peut pas y aller n'importe comment. Tous les étages n'ont même pas forcément conscience qu'il y a un ascenseur. Mais l'idée, c'est que l'ascenseur ou ce qu'il y a autour de l'ascenseur a potentiellement une influence, ouais, c'est ça, sur une des histoires. Mais voilà, maintenant toutes mes histoires sont connectées, plus ou moins près, enfin c'est plus ou moins clair et plus ou moins intense et compréhensible. Genre dans le premier tome de Racontisto, on sait pas trop encore. On peut s'en douter, mais on sait pas encore. On aura beaucoup plus d'infos dans le tome 2. Ouh. Tu teases déjà le tome 2 alors qu'on n'a même pas commencé à parler du tome 1. J'adore ça. J'adore le teasing, j'adore. Du coup, t'en parlais de Rêve à légende, c'est un calendrier de l'Avent. Moi, je t'ai dit, c'est vraiment un concept qui me vient pas. C'est pas naturel pour moi parce que je suis pas non plus une grande fervente des calendriers de l'Avent. Moi, je suis plutôt du genre à me dire, tu sais quoi, si j'ai envie de me faire plaisir tous les jours de l'année, je me fais plaisir tous les jours de l'année et puis je me fais mon calendrier de l'année finalement. Mais du coup, comment l'idée, elle est née et surtout, est-ce que ça a été compliqué à écrire? D'autant plus que du coup, je m'arrête si je me trompe, mais c'est à ce moment-là que tu as mis en place un petit peu toute cette histoire d'ascenseur, des univers, etc. Ou tu l'as mis plus tard? En fait, explique-moi un peu comment déjà De Rêve et Légende est né. Est-ce que ça a été entre guillemets galère à écrire en tant que calendrier de l'Avent? Et est-ce que du coup, à ce moment-là, tu as eu l'idée de l'ascenseur, des mondes interconnectés, etc. Alors, De rêve à légende, il est né il y a 3 ans, 4 ans. En fait, même bien plus. J'ai eu une idée je rêvais d'écrire à la base une sorte de Roméo et Juliette avec la fille du père Fouettard et le fils du Père Noël. J'aimais beaucoup l'idée, je voyais une guerre épique entre les mondes, pouvoir et tout. Bref, j'ai jamais écrit ça. Mais j'avais cette envie de faire une histoire avec ces légendes que moi j'adore. J'ai vu le film Les 5 légendes le film d'animation Les 5 légendes comme beaucoup de gens et ça m'a genre transcendée. Je me suis dit, bon, il y a encore beaucoup de gens qui aiment ce personnage de légende. Moi, j'aimerais bien en montrer autre chose plus loin que ce petit bonhomme joufflu qui est sympathique et qui fait des cadeaux, genre comment ça fonctionne les croyances, qu'est-ce que ça a comme impact, comment les autres légendes, elles vivent ça, le fait que lui, il est un peu plus important que tous les autres, en tout cas chez nous. Et du coup, je me suis dit, mais ce serait trop bien que le Père Noël, il puisse venir quoi dans notre monde et comment on ferait pour y croire et donc là il y a eu cette idée d'ascenseur qui est arrivée et dans De Rêve à légende l'ascenseur il est vraiment très exploité, tiens regarde hop, il est tellement exploité qu'il est sur la couve quoi. Ah oui. Voilà, et il est même dedans le livre et du coup la base elle était bien posée. Et l'idée d'avoir fait le deuxième livre, c'est un peu un spin-off, c'est le majordome du Père Noël, c'est l'histoire du majordome, parce que les gens l'ont adoré, notre petit green flag adoré d'Alphonse. Et l'idée, c'était de savoir d'où il venait. Et du coup, fallait qu'il aille explorer l'ascenseur. Et donc, j'ai dû aller explorer moi-même les tréfonds de mon univers pour voir comment ça fonctionne, comment c'est cohérent, qu'est-ce qu'il y a plus loin que l'ascenseur, pourquoi il a été créé. Et du coup, j'ai répondu à toutes ces questions en écrivant le roman, même si j'ai beaucoup fait de débriefing avec brainstorming, débriefing avec mon mari, en lui disant, mais un ascenseur, franchement, c'est quoi l'antagoniste, quoi? Enfin, genre... qu'est-ce qui peut être contre un ascenseur? Enfin, après tout, c'est juste un ascenseur, quoi. Et il m'a dit, les escaliers. Et je lui ai dit, what? Et du coup, si on prend pas l'ascenseur, on prend les marches, quoi. J'aime bien l'antagonisme des escaliers avec l'ascenseur. Fallait y penser. Fallait y penser. Moi, instinctivement, je t'aurais dit la destruction de l'ascenseur, quelqu'un qui menace l'ascenseur. Ben, D'accord, ok, je spoil pas, J'ai pas lu les livres, mais j'en dis pas plus parce qu'apparemment. Ok. Donc, du coup, la suite donc avec Alphonse, qui est le personnage de ton livre, Le carnet de ma légende. tout C'est à ça. fait. Le carnet de ma légende, tu me disais que le protagoniste, il annote son histoire, il y a des croquis, etc. Qu'est-ce que ça change au niveau de ta manière d'écrire le livre? Est-ce que quand tu écris le livre, du coup, tu penses déjà aux croquis que tu vas ajouter? Qui c'est qui a fait les croquis? Comment est-ce que tu as fait tout ça? Alors, déjà, c'est les 2 romans que j'écris à la première personne, genre truc que j'avais jamais fait. De Rêve à légende est au passé. Et en fait, j'avais pas répondu à ta question sur comment j'avais fait pour écrire en 25 chapitres. À la base, j'ai écrit 100 chapitres et j'ai découpé après. Enfin, le début, je l'ai écrit comme ça venait. Et après, j'ai découpé en chapitres. Puis après, j'arrivais plus ou moins à faire un schéma
j'ai une sorte de paysagiste, tu sais, je construis au fur et à mesure que j'écris. Et pour le coup, Alphonse, j'ai réfléchi à noter son histoire assez vite. Il est écrit au présent, celui-là. Et l'idée de croquis, c'est Laura qui l'a eu pour rendre le texte encore plus interactif parce qu'à des endroits, elle me dit là, il faut que tu me le décrives plus. Et je lui dis ouais, je sais pas comment décrire ça. Attends, je vais te faire un dessin. Elle m'a dit bah attends, Alphonse, il va faire des dessins. Mais Alphonse, il n'était pas obligé de savoir bien dessiner. Et du coup, c'est moi qui ai dessiné. Tiens, regarde, hop, je te fais la démo, tu vois, pour Ah expliquer oui, bah certains trucs. oh, c'est trop bien, Hop, j'adore. attends. Et tu vois, du coup, il annote son texte vraiment. Et il y a une raison. Je l'ai pas fait en mode c'est pas expliqué dans la narration. S'il y a des annotations dans le texte, il y a une logique et je l'ai pas fait juste parce que c'était cool de le faire. Ok, d'accord. Trop. C'est vrai que annoter le texte, je t'avoue, moi je pense aux exemplaires un peu mes collecteurs avec des annotations des auteurs et tout, mais j'aurais pas pensé à faire annoter le texte par un personnage. Donc c'est hyper trop bien, je trouve ça hyper original. De Rêve à légende et Le carnet de ma légende sont donc liés. On retrouve le personnage de Le carnet de ma légende dans le premier. Et du coup, Racontisto, on est sur un autre étage Tout de à fait. l'ascenseur. Ok, d'accord, trop bien. Bah du coup, moi je te propose qu'on passe à celui-ci, Ouais. puisque c'est le roman qui va sortir très bientôt en campagne Ulule, Le qui 1er sort juin. le 1er juin. Donc tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Avant de parler de la campagne Ulule et de tout ce que ça implique, parce que c'est un gros sujet, c'est quoi Racontisto? Comment est-ce que tu le pitches? Comment est-ce que tu le résumes? Dis-nous tout. Alors, Racontisto, c'est l'amour de ma vie, je crois. C'est le roman qui a été à la fois le plus passionnant, je pense, et le plus difficile à écrire, déjà, pour mettre en jambe. C'est dans un royaume qui s'appelle le royaume de l'Oasis, qui est dirigé par un prince via la citadelle. C'est un monde où tout le monde a de l'or qui coule dans les veines et c'est de la magie. Et cette magie, elle permet de développer soit un talent artistique, chanteur, conteur, auteur, soit un sens, vue, odorat, toucher, soit une capacité mentale comme la mémoire. Et en gros, dans cette histoire, on a ensuite un orphelin, Tisto, qui se fait appeler Racontisto, celui qui raconte les histoires. Et il est enfant des bas-fonds, il traîne avec les bandes. Et il s'avère qu'il va éclore d'or un peu après sa puberté. Normalement, c'est à la puberté et lui, ça arrive un petit peu plus tard. Et il va en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et forcément, le prince, qui est un prince hyper rigide, hyper strict, hyper contrôlant, il y a un couvre-feu, il y a une rafle. Enfin bref, on est dans un univers hyper fun. Et notre petit orphelin, lui, il est plein d'espoir et il est persuadé qu'en racontant des histoires, il va peut-être pouvoir changer le monde, changer la vie du prince. Enfin, peut-être que si il atteint un certain niveau d'éducation, un certain niveau de quelque chose, il va peut-être pouvoir changer les choses à son échelle. Le problème, c'est qu'il se fait vite traquer, qu'on va le forcer à s'éduquer d'une certaine façon pour coller aux attentes du prince, justement. Et du coup, il va décider de fuir et essayer potentiellement de contrer son destin, si on peut dire. On est dans un univers avec de l'injustice de classe sociale plus. On a un élu, classique fantasy, mais on a ce côté presque dictature princière, quoi. Ok, d'accord. C'est hyper. J'aime bien, moi, tu m'as bien donné envie avec tout ça. Et du coup, récit un peu d'aventure, finalement. C'est ça, on va voyager comme lui et découvrir le royaume de l'Oasis. On va Mhm. découvrir ce que c'est qu'avoir un talent, être un talentueux, avoir de l'or, comment ça fonctionne, qui fait quoi, qui sont les bons, qui sont les gentils, qui sont peut-être une personne, quelqu'un, je ne sais pas trop. Peut-être que tout le monde n'a pas forcément. Disons que les apparences sont assez trompeuses pour tout, que ce soit la fabulosité d'un don que la noirceur d'un personnage. Et j'ai bien aimé jouer à ça. Avec ça, on va découvrir un jeune homme qui va découvrir beaucoup de choses, qui va découvrir aussi des émotions qu'il connaissait pas, qui va devoir faire sa place dans le monde et qui va devoir beaucoup se poser des questions. J'aime beaucoup poser des questions existentielles du genre, est-ce que omettre, c'est mentir? C'est un jeune homme qui n'a jamais menti, jamais triché, et peut-être que pour sa survie, il va pas trop avoir le choix, et peut-être que s'il le fait pas, il va mettre les autres en danger. Et du coup, c'est compliqué de faire des choix, quoi. Ok, d'accord. Hyper intriguant, c'est trop bien. J'adore. J'adore entendre les auteurs et les autrices parler de leurs histoires. Je trouve qu'il y a toujours. C'est toujours très personnel la manière dont on pitch son histoire parce qu'après, quand on va lire des avis d'autres lecteurs, ils vont t'en parler, mais d'une toute autre manière. Enfin, moi, je l'ai vu avec mon roman où moi, je le raconte d'une histoire. Et puis quand je lis l'avis des lecteurs, tu sais, t'as l'impression de découvrir complètement autre chose et tu vois une autre facette de ce que tu as écrit. Enfin, je trouve ça trop bien. Ceci étant dit, du coup, tu nous as parlé de Racontisto. Maintenant, passons au gros du morceau, la campagne Ulule.
Pourquoi est-ce que tu es allé sur un crowdfunding, une campagne de financement pour ce projet-là? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors, en plus de la raison financière, parce qu'il faut quand même avancer beaucoup de frais, et même si De Rêve à Légende a été un super succès, il arrivait dans plus de 1000 mains, enfin non, presque 1000 mains, ce qui est quand même genre incroyable pour l'auto-édition, primo-autoriste, tout ça. Mais aussi parce que j'adore Ulule. C'est sécurisant pour les gens parce qu'ils connaissent. Il y a ce côté palier, il y a ce côté défi, il y a ce côté on peut s'en demander plus que juste de l'impression. On peut aller plus loin, on peut proposer des autres choses au lecteur. Il y a un côté sécurisant aussi pour moi, c'est que si j'atteins pas, je suis pas obligée de le sortir. Donc j'ai moins de prestataires à payer. Et puis ça me permet aussi d'avoir une idée du nombre de livres que je vais devoir imprimer et sortir. C'est-à-dire que si j'ai 300 demandes et que je veux avoir un petit peu plus de stock pour des salons, pour des envois après, bon ben voilà, je sais que je peux en imprimer plus parce qu'il y en a au moins tant qui sont choisis, qui ont été que les gens ont validé. Et finalement, c'est aussi un super soutien pour les autrices. C'est-à-dire que si on commande les livres aux autrices sur Ulule et qu'on le reçoit et qu'on est satisfait, ben on va en parler, il va y avoir du bouche à oreille. Ça va nous permettre aussi d'avoir une visibilité et un sérieux qu'on n'aurait peut-être pas eu tout seul dans notre coin, quoi. D'autant qu'en plus, la distribution en tant qu'auteur ou autrice indépendant est galère. Délicieuse. Mais ouais, je vois l'idée. À la fois, c'est pratique au niveau de la logistique et à la fois, c'est pratique en termes financiers. Et en même temps, ça te permet de pouvoir faire grandir un peu les ambitions quand tu as une communauté qui te suit vraiment beaucoup. J'ai découvert ça assez tard et en fait, je trouve ça génial de pouvoir justement avoir ce truc où c'est aussi un truc très solidaire. Je dis, si tout le monde veut l'amélioration, tout le monde doit en parler, on doit tous faire un effort. Je trouve ça trop trop chouette. Donc je comprends vraiment ce truc-là. Et puis en plus, comme tu le dis, ça permet d'aller au-delà de juste l'impression. Ça permet de pousser le projet et d'aller justement chercher des choses beaucoup plus intéressantes. C'est trop bien. Et du coup, donc ta campagne commence le 1er juin. Quel est l'intérêt de tes lecteurs et lectrices à venir participer, outre le fait de se procurer ton livre et de te soutenir? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu réserves des petites surprises? Est-ce que du coup, tu as des paliers à dépasser? Alors, j'ai plein de surprises, j'ai plein de paliers à dépasser. J'ai fait plusieurs packs. Du coup, je les ai créés en collaboration avec Andy de la Plumerie. Donc, on a réfléchi ensemble aux paliers, aux packs et aux choses qui pourraient plaire aux lecteurs. Donc, il y avait aussi toute une stratégie derrière. Pas une stratégie d'arnaque pour les lecteurs, loin de là. C'était qu'est-ce qu'on peut leur offrir qui a du sens, qui peut plaire et qui peut avoir une certaine valeur. Parce que, voilà, commander un pack cher avec pas grand chose dedans, c'est pas très intéressant. Et du coup, moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais recevoir? J'aimerais recevoir des choses qui sont vraiment en lien avec l'univers, en lien avec les personnages. Du coup, au niveau des petits goodies, j'ai trouvé des petits trucs qui font que vous avez un morceau de l'univers avec vous dans certains packs. C'est quand même hyper cool. Et dans les paliers, on va améliorer le livre. On va avoir du papier éco-certifié. On va peut-être avoir du jaspage cette année, des dorures. Peut-être qu'il y a aussi des trucs comme des overlays, des en-têtes de chapitres. Enfin bref, il y a plein de choses pour améliorer le livre. Et je suis peut-être même allée jusqu'à avoir une BO pour ce livre-là. Genre, j'ai vu vraiment les choses en géant, quoi. Oh, ça, c'est trop bien. J'adore. C'est vrai que, tu vois, pareil, je trouve que c'est un truc qu'on voit que en édition indépendante, le fait d'aller chercher des innovations, des bandes, de faire des bandes originales, des trucs. Je trouve que c'est trop bien de voir l'édition indépendante mettre des nouveaux cadres et tenter des nouvelles choses. Je trouve ça génial. Donc, carrément une BO. Ça donne envie. Alors, si jamais, sur mon compte Insta et TikTok, il y a déjà sur le teaser et sur certains morceaux, enfin certains partages, reels, il y a déjà un morceau de la BO, d'une des tracks de la BO. Et sinon, tous mes potes sont mis avec le son du musicien qui travaille avec moi et qui est vraiment très, très, très chouette. Il s'appelle Dionys Martin. C'est trop bien, j'adore, j'aime trop. Écoute, dernière question au niveau de la campagne Ulule, et là c'est plus en termes de te demander un peu ton opinion, ton avis, c'est est-ce que pour toi le crowdfunding et du coup les campagnes de financement en général, ça permet aussi quelque part l'essor de l'édition indépendante, dans le sens où justement on va pouvoir aller chercher, comme je te le disais, des nouvelles innovations, d'aller chercher, de pousser l'univers encore plus que ce qu'on aurait fait normalement à l'époque où il y avait que KDP, où on pouvait juste faire de l'impression classique. Est-ce que pour toi, voilà, les campagnes de financement, ça va devenir tout du moins une plateforme tournante au niveau de l'édition indépendante? Alors moi j'ai espoir que l'édition indépendante prenne un peu plus ses marques, un peu plus que les lecteurs leur commencent à faire plus confiance. En général, quand on va sur Ulule ou qu'on va sur le crowdfunding, c'est parce qu'il y a des professionnels qui nous entourent, c'est parce que on n'a pas fait les choses tout seul dans notre coin et du coup le projet est sérieux. Donc j'espère qu'à un moment l'édition indépendante sera prise au sérieux par vraiment tous
le monde éditorial et du coup les lecteurs. Ça permet aussi pour moi d'aller plus loin dans les beaux livres. Enfin, je veux dire, un auteur indépendant, il n'a pas forcément beaucoup de moyens. Et tout seul dans son coin, comme tu dis, avec KDP, BOD, Bookelis, il n'a pas accès à tout. Et c'est normal. Il peut pas faire des dorures, des jaspages, du gaufrage, de l'embossage. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et puis, il n'a pas forcément même la notion que ça existe. Il le sait pas forcément. Et l'idée, rien que dans les salons du livre, la place des indés, elle est souvent toute petite. Les maisons d'édition vont nous manger un petit peu. Mais c'est pas un reproche, c'est normal parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites maladroitement. Et je pense vraiment que le crowdfunding, il va aussi nous permettre de montrer ce qu'on peut faire, notamment avec les avis qu'il y aura dessus après. C'est quand les gens ils ont commandé ton livre, mon livre, le livre de Lucille Chaponnet, le livre de R. Onsdorf. Enfin, vraiment, il y a des pépites. J'en cite presque pas comparé à tout ce qu'il peut y avoir. Mais on peut faire de la grande édition en étant indépendant. Et Ulule nous permet de voir les choses en plus grand et d'inventer des choses qu'on n'a pas forcément vues, quoi. Et ça, c'est chouette. Ouais, je vois complètement. Mais je trouve qu'en plus, autant, tu vois, dans les festivals un petit peu, j'ai envie de dire institutionnels, entre guillemets, c'est vrai qu'on voit peu d'indépendants. Mais je trouve que, tu vois, par exemple, là, au moment où on tourne, il y a les Imaginales. Il y a quand même beaucoup d'associations d'autrices et d'auteurs indépendants qui s'y rendent et justement sous forme d'associations pour se légitimer, entre guillemets, un peu entre elles et créer des sortes de mini-institutions d'indépendants. Je trouve que l'avenir à ce niveau-là, pour les auteurs et autrices indépendants, il y a plein de portes qui Ça s'ouvrent. avance, ouais. Il y a une progression, il y a vraiment un nouvel élan, je trouve, en fait, finalement. Et du coup, toi, pour la suite, tu voudrais rester en édition indépendante, tu voudrais aller en maison d'édition. Quels sont les projets futurs? Alors pour le moment, plutôt édition indé. Il y a le tome 2 de Tisto à écrire et j'ai encore beaucoup trop d'idées qui sont dans le cauchemar de l'ascenseur et du coup j'ai des envies et j'ai pas forcément envie de me faire dicter ce que je dois faire. La seule personne qui a le droit de m'engueuler par rapport au projet, c'est Laura. Donc, j'ai aussi, je pense, beaucoup l'habitude de travailler avec les professionnels maintenant qui m'entourent. Laura, j'ai travaillé avec Ludivine en correction cette année et en fait ces gens-là, ils sont tellement qualifiés, ils font tellement bien leur travail. J'ai un peu peur d'aller avec d'autres gens, que ce soit pas pareil. Alors après, je peux être curieuse, je dis pas non, parce que fermer des portes, je trouve ça dommage. Et peut-être un jour, j'aurais envie d'envoyer un texte en maison d'édition parce que je me dis, ok, celui-là, il s'y prête très bien. Ok, celui-là, j'ai envie de lui donner plus de voix que les autres. Ou peut-être que une maison d'édition va me dire, hé, dis donc, tu fonctionnes bien, tu voudrais pas écrire un livre pour nous? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis fermée à rien parce que la vie est faite d'aventures et que j'aime bien les aventures, mais pour le moment, toute seule, je suis bien comme ça. Et dire qu'avant, j'imaginais même pas faire d'édition indépendante, je voulais que le Graal de la maison d'édition. Comme quoi, tout peut changer, les rêves peuvent changer, et ça, c'est cool aussi. Et comme quoi l'édition indépendante devient un véritable choix et plus juste enfin, ce qu'on a souvent entendu, c'est la voie de secours. Pas du tout. C'est vraiment, ça devient un choix conscient de personnes qui veulent justement avoir le contrôle, la liberté et qui ont cet aspect aussi un peu l'appétence de l'entrepreneuriat. Mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'une fois que tu as trouvé ton équipe de prestataires avec qui tu t'entends bien, c'est dur de les lâcher. C'est dur. Et puis, du coup, tu as envie de bosser avec eux pour tout. Moi, j'ai toujours dit, mon plus grand bonheur en tant qu'autrice indé, c'est de pouvoir travailler avec des gens que je soutiens depuis longtemps, et c'est devenu des amis. Et de pouvoir leur dire, mais viens, je te donne du taf, et puis on travaille ensemble, puis c'est génial. Écoute, il serait temps maintenant de faire ta promotion. Où est-ce qu'on peut te suivre? Comment est-ce qu'on peut te soutenir? Voilà, dis-nous tout. Est-ce que tu as un site web? Est-ce que tu as un profil Instagram? Du coup, tu as un profil TikTok? Dis-nous tout. Alors, j'ai un site internet, bettynicou.fr, hyper dur à trouver. Je suis sur Instagram et TikTok, Betty_NCD sur les deux. Il y en a un autre, c'est mon Betty professionnel. Donc, si vous voulez pas que je vous accompagne en tant que bêta lectrice pro, n'y allez pas. Si ça vous intéresse, allez-y. Mais voilà, vous pouvez me trouver là-dessus. Je suis en train aussi de créer une association qui s'appelle Annecy Imaginaire pour promouvoir la lecture de l'imaginaire francophone. Pour le coup, bientôt, il y aura un site internet, il y a des événements qu'on est en train de créer et tout. L'idée vraiment, c'est de mettre en valeur toutes les plumes francophones, vraiment de l'imaginaire, fantasy, fantastique et science-fiction, parce que y en a marre de dire que les anglophones sont les seuls à avoir du talent en imaginaire, c'est tellement pas vrai. Je dis pas qu'ils ont pas de talent, hein, je dis que c'est juste pas les seuls. Voilà, on peut me retrouver là-dessus, on peut me retrouver sur Ulule et dans des podcasts maintenant, c'est fou. Je t'avoue, c'est la première fois que je reçois une invitée autrice. J'ai reçu ma mère, j'ai reçu des potes, mais j'ai jamais reçu... C'est particulier, mais j'aime beaucoup. Écoute, trop bien. Donc, ta campagne s'étale du 1er juin jusqu'au 9 juillet. Jusqu'au 9 juillet, donc plus d'un mois pour commander Raconte Tisto. Trop cool, trop bien. Écoute, je te souhaite le meilleur pour ta campagne. Plein de réussites. J'espère que ça
que ça fonctionnera, que tu arriveras à avoir un objet livre magnifique et des goodies et plein, tout ce qu'on peut te souhaiter. Je mettrai de toute manière tes liens et ton site web dans la description de ce podcast. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez vraiment pas à aller checker, même si c'est juste pour jeter un petit coup d'œil et jauger un petit peu voilà, ce qui se fait en littérature de l'imaginaire. Et écoute, sur ce, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin peut-être ? Déjà, merci parce que ça fait super plaisir d'arriver sur les ondes grâce à des gens comme toi qui font des podcasts. C'est hyper précieux pour nous les autrices. C'est une façon d'être visible autrement, de pouvoir parler de notre travail, de nos rêves, de notre passion et c'est vraiment une chance. Donc je suis très contente d'avoir fait ce podcast. Moi, j'arrive plus à parler. Et puis que vous ayez envie d'acheter mon livre ou pas, merci de m'avoir écouté déjà. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis quelqu'un de très accessible sur les réseaux par mail et tout. Et j'aime parler et échanger sur tout ça. Donc c'est avec plaisir d'échanger et continuer à soutenir les auteurs et les autrices. C'est trop cool. Eh bien écoutez, sur ce, passez tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe d'où vous nous écoutez. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en barre d'infos, description, les liens du coup de Betty, les miens, et vous pouvez retrouver les autres épisodes de podcast déjà disponibles sur la plateforme. N'hésitez pas à noter ce podcast 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et écoutez sur ce, bye!